Merci. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de de l'API FFM JExtract qui a été introduit dans le JDK 22, comme l'a mentionné Jean-Michel tout à l'heure. Merci à lui de m'avoir introduit. Euh, donc le sujet ici, c'est d'avancer sur l'API et de comprendre comment elle fonctionne et de voir en fait l'outillage qui a été produit autour de la FFM API. Nous allons voir que c'est un sujet qui est assez vaste. Mais tout d'abord, je souhaite juste me présenter un tout petit peu. Je travaille chez Datadog et j'ai eu l'expérience dans l'open source, dans la description. Je passe ça brièvement. Vous pourrez le voir dans les slides. C'est pas la partie la plus intéressante. Comme Et Jean-Michel l'a dit, en fait, c'est un gros travail, l'API FFM. C'est un travail qui a commencé. En fait, l'accès au natif, c'est une question qui s'est posée très vite lors des débuts du n- JDK en n'oublie 1996. pas, Brice, de nous partager tes slides. On Ah, est toujours sur ta photo d'intro. pardon, sur ma photo d'intro, Partage ton écran. je partage mon écran normalement, non? Non. Ah, excusez-moi. Normalement, je partage l'écran, je partage. Ah oui, Ah, c'est c'est bon. mieux. Voilà, c'est Parfait. parfait. Merci beaucoup. Excusez-moi, voilà. Donc, ça, c'était l'intro. Ma présentation avec ma bio. Et donc, du coup, voilà, le, le- l'accès au natif depuis le JDK, c'est quelque chose qui est assez ancien. Ça a commencé dès le JDK 1. Petit à petit, au niveau 1.1, JNI est arrivé. Ensuite, d'autres éléments, d'autres technologies et approches sont arrivées, comme JNA, JNR, qui est en fait l'origine de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans FFM. Ça, c'est la frise. On va tout de suite avancer parce que je souhaite juste présenter les différents aspects qu'on utilise aujourd'hui pour accéder aux natifs. Donc, si on est là, c'est parce que FFM API a été délivré dans le JDK 22 dans sa version finale. Après, un très très gros travail. Donc, il a été délivré à travers cette JEP, comme l'a mentionné Jean-Michel tout à l'heure. Et l'idée, c'est de pouvoir interagir avec le monde natif de la manière la plus sûre possible. Euh, Ce qui n'est pas forcément, ce qui est assez innovant quelque part par rapport à ce qui se fait sur les autres langages. On va le voir en regardant les différentes API. Euh, cette JEP fait partie du projet Panama. Et dans ce projet Panama, il y a aussi la Vector API dont on ne discutera pas dans cette session, qui permet d'effectuer des calculs vectorisés sur le CPU. Comme je le disais, c'est un travail qui a mis très longtemps à arriver à terme. Il a commencé avec la GEP 191, après la proposition de fournir GNR comme base de départ pour fournir quelque chose de plus facile à utiliser que JNI. Alors pourquoi on fait du natif alors qu'on est en Java? Bah, et certaines librairies sont uniquement en natif. Donc là, par exemple, Artbud pour faire le layout dans les interfaces graphiques. Il y a des choses qui sont au niveau de l'encryption, si on veut voir quelque chose de plateforme indépendante qui fonctionne sur l'Android, de l'iOS, etc. On va peut-être utiliser des librairies natives. Euh, et il y a d'autres choses qui permettent de parler uniquement au CPU, par exemple pour des regex très avancés. Là, c'est VectorScan, mais d'autres choses comme le file system, la Chrome Embedded Frame ou TensorFlow. Ou encore, on ne peut mentionner ça sans parler d'OpenGL, qui est encore quelque chose de très utilisé si on veut faire des graphiques assez avancés. Donc, aujourd'hui, pour parler aux natifs, on utilise du GNI, c'est ce qu'il y a de plus, de plus ancien pour faire ça. C'est toujours la base, on va dire, de beaucoup de librairies qui permettent de parler aux natifs. Donc, on fait ça à travers plusieurs éléments. Déjà, on doit écrire la partie Java, on doit
générer le fichier natif avec le -h Et une fois qu'on a écrit ce fichier GNH, ce fichier GNI, on doit écrire du code GNI natif, le compiler en GCC, et puis ensuite le shipper, ce qui devient vite difficile à gérer en termes de développement. Et aussi, c'est beaucoup plus délicat à gérer euh, quand il y a des bugs dans ce code natif. Surtout si on souhaite juste utiliser une librairie native euh, dont on n'est pas le propriétaire. Donc, Genie, c'est la base de tout. Ça fait plein de choses, par exemple, redéfinir la stack pour qu'elle soit valide du côté natif. Il y a des barrières au niveau du CPU pour éviter des accès mémoire imprévus. Il y a comme on passe au niveau natif, le JIT a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Donc, du coup, il faut que la GM soit au courant. C'est assez difficile à gérer aujourd'hui. Euh, une approche a été apportée qui était beaucoup plus facile, c'est le JNA. Donc là, on a juste à écrire du code Java. Et JNA, en fait, qui est une librairie, va faire beaucoup plus de choses derrière en automatisant toute la partie native. Ça fonctionne super bien et c'est assez versatile. Par contre, c'est un peu lent. Euh, Ça fonctionne sur une librairie native qui s'appelle libffi, qui, elle, va créer les call sites C pour faire ça, quoi. Et enfin, on a JNR FFI, qui est une approche un peu plus légère que JNA, mais qui reste similaire en termes d'usage et d'apport. Donc, on va décrire une interface et on aura juste à l'appeler une fois qu'elle sera chargée. Le JNR FFI, en fait, c'est aussi efficace que JNA en termes de- d'efficacité, d'expressivité. Ça gère pas mal de choses comme la gestion des class loaders. JNI, les appels JNI sont liés au class loader. Donc, du coup, une fois que c'est loadé, on ne peut plus s'en séparer, à moins de se séparer du class loader, ce qui est rarement fait. JNR FFI permet de gérer ça avec plus d'élégance. Et le code qui est généré est plus efficace que celui de JNA, donc plus rapide. Il se base aussi sur la libFFI. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le point de départ de la JET 191 qui a été arrêté pour être remplacé par le projet Panama beaucoup plus ambitieux, qui a été délivré donc en JDK 22. Aujourd'hui, si on fait du FFM API, euh, c'est, euh, ça se fait assez facilement. Il y a quelques appels à connaître. Donc, la première chose, en fait, c'est de définir en fait comment on va linker le code Java avec le code natif. Et pour ça, on va avoir une classe importante qui s'appelle le linker. On va demander une instance à travers le native linker. Et une fois qu'on a ce linker, eh ben, en fait, il va y avoir besoin de récupérer ce qu'on appelle un lookup. Euh, Pourquoi? Pour récupérer en fait les symboles qu'il y a dans une librairie. Le lookup, c'est ce qui va permettre à dire j'ai une string et je vais essayer de trouver où est cette string, à quoi elle correspond. Donc là, par exemple, c'est la méthode isotty. Isotty, c'est une fonction de la librairie standard C qui permet de dire si un file descriptor est un TTY, c'est-à-dire un terminal, est-ce que ça vient d'un terminal ou est-ce que c'est un fichier. Donc, on a isotty et derrière ça, en fait, on a juste un symbole, une adresse. Par contre, comment l'appeler? Ça se décrit à travers l'appel downConhandle, c'est-à-dire qu'on descend de Java vers une fonction native. Et comme avec la réflexion, en fait, il va falloir décrire, si vous voulez, la signature. Et la signature s'exprime avec ce qu'on appelle un function descriptor, où euh, les arguments vont être exprimés sous forme de layout. Ici, ce sont deux Java int, un pour ce qui est retourné par la méthode isotty et
le deuxième qui est le premier argument et seul argument de isOTTY. L'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on a ça, on a juste à invoquer. C'est une API qui est fournie par le JDK. Et donc, du coup, tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est gestion de la performance de tout ça, ça sera géré par des personnes qui travaillent sur le JDK. Donc, c'est vraiment un gros avantage par rapport à ce qu'on avait avant, comparé au JNI qui était fait bien sûr par les gens du JDK, mais beaucoup, beaucoup plus dur à utiliser en pratique. C'est aussi un peu plus rapide que JNI pour plusieurs raisons, parce que cette API, en fait, bénéficie de certaines avancées dans la manière dont la convention C est appelée. Et ça nous permet de faire de l'inlining. Et ça, c'est un gros impact quand on fait beaucoup d'appels euh, à de l'appel natif. Dans cette section, je voudrais vous parler un petit peu de comment ça fonctionne FFmpeg API euh, et comment vous allez pouvoir l'utiliser dans du code aujourd'hui. Euh, donc, ce qui est important avant de commencer, c'est que le code natif, en fait, va demander d'ajouter des flags sur votre ligne de commande ou alors dans le meta-inf, dans le manifeste qui est dans le meta-inf, euh, pour indiquer si le code Java a le droit d'appeler du code natif. C'est cette commande ligne, ligne de commande, Enable Native Access, qui est là, qui permet de soit donner accès à tous les modules, si vous êtes sur le class path, ou alors par module, si vous avez une application qui est modulaire. Sans ça, l'appel, le chargement de librairies natives et l'appel de ces librairies natives n'est pas autorisé et vous allez avoir une exception au démarrage. Cette command line arrive dans l'esprit de rendre le JDK un peu plus intègre et sûr par défaut. Euh, on peut voir que ce travail-là, d'ailleurs, dépasse un petit peu le cadre de FFM parce que le chargement d'agents dynamiques est aussi maintenant restreint et doit être activé par un flag, sans quoi il y a un warning et je crois que ce sera désactivé, ça donnera une erreur plus tard. Pour GNI, c'est la même chose. Il va y avoir besoin de mettre ce flag sur la ligne de commande dans le futur. Donc, j'ai dit tout à l'heure que FFmpeg, ça rendrait le code natif un peu plus sûr, mais pas non plus bulletproof. Ici, c'est moi qui ai forcé la JVM à cracher. Euh, Comme quoi, c'est possible. Simplement en déréférençant une adresse qui a 0, là, on a eu une faute, une seg fault sur l'appel. Donc, on voit le unsafe get byte. On peut avoir plus de détails sur la stack trace qui a amené à effectuer cette opération illégale. Euh, Mais en général, c'est quelque chose qui est assez prévisible quand ça se passe mal. Mais sachez que c'est toujours possible. Pour faire du function FN, function in memory et regarder les cas d'usage, je propose de faire quelque chose comme d'assez standard, c'est de simplement imprimer sur la sortie standard avec printf, qui est une fonction qu'on peut retrouver sur la main page. Euh, alors après, sur Windows, je ne sais pas exactement si vous avez la fonction man, mais en tout cas sur Linux ou sur macOS, vous pouvez taper cette commande-là et vous aurez la description de cette fonction. Donc c'est très similaire à ce que fait printf. Il y a une chaîne de caractères qui définit le format de ce qui doit être imprimé sur le terminal. Et il y a une chaîne d'arguments à passer. Donc,
En Java, on a le premier exemple, et voici l'exemple qu'on peut avoir avec l'équivalent en C. Ce qu'on veut faire, c'est faire l'équivalent en C, mais à travers l'API FFM. Alors, ici, on va prendre un cas un peu plus simple. C'est une chaîne de format sans argument. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est définir donc, le down handle, c'est-à-dire on va indiquer la signature de cette méthode-là. Donc, on retrouve notre fonction descripteur avec deux choses en particulier, un Java long et une adresse euh, qui vont nous indiquer de la signature de cette méthode. Pour passer la chaîne de caractères, c'est là où ça devient un peu plus intéressant, parce que là, il faut commencer à s'intéresser à la mémoire. Aujourd'hui, quand on est en Java, quand le code crée des objets, ils vont être créés dans la heap Java. La heap Java, c'est une zone mémoire qui fait partie du process de la JVM. Euh, et donc, du coup, la chaîne de caractères est créée d'abord dans la heap, comme on l'a vu avant. La librairie native qui est chargée, aujourd'hui, là, c'est la librairie C. Elle est chargée dans le même espace mémoire que le process JVM. Et en fait, il faut lui indiquer où cette chaîne de caractères est. Sauf que la JVM, elle a le message, il est stocké dans la Java heap. Donc, il faut déplacer cette zone mémoire, pas la déplacer, pardon, la copier en zone hors heap dans un segment de mémoire du process et donner le pointeur à la fonction qu'on veut appeler dans la librairie native. C'est important parce que, en fait, quand on laisse de la mémoire hors de la heap, euh, il faut pouvoir penser à nettoyer. Ce qui est aujourd'hui géré, par exemple, dans la Java heap par le GC, là, il va falloir le gérer manuellement. Pour ça, et c'est là où c'est intéressant dans l'approche, par rapport peut-être à d'autres langages quand ils font les accès en natif, il y a la notion d'arène. Donc en fait, là, c'est un concept assez important parce qu'en fait, une arène, c'est ce qui permet de gérer le cycle de vie de mémoire, de la mémoire, de, une partie de la mémoire. Ces arènes-là, en fait, elles vont être composées peut-être de différents segments de mémoire. Les segments de mémoire sont des zones contiguës de mémoire. Et quand l'arène va être fermée, tous les segments de mémoire attachés à cette arène vont être libérés. Dans les segments de mémoire, il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est assez pratique et qu'on n'avait pas avec JNI. C'est la modélisation de la mémoire. C'est-à-dire, on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a une structure ou quelque chose d'un peu plus complexe, on va pouvoir le modéliser à travers des layouts et accéder de manière prédictible à certaines parties de la mémoire. Il y aura toujours des offsets à gérer, mais c'est assez simple par rapport euh, à ce qu'on avait l'habitude de faire. On va le faire d'ailleurs à travers des var handle pour la mémoire. Les méthodes handle, eux, sont plutôt utilisées pour appeler la partie, les fonctions. On va y revenir. Donc, la manière dont, pourquoi ça a pris autant de temps FFmpeg, API, c'est parce qu'en fait, la manière dont a été designée l'API, c'était pour éviter au maximum un mauvais usage de l'API ou un usage par erreur simplement en utilisant l'API et de produire du code incorrect ou problématique. Euh, Aujourd'hui, on est donc l'équipe du JDK est satisfaite du travail qui a été fait.
Ça a mis quand même beaucoup d'itérations pour trouver les bons patterns et les bonnes API, comme les arènes en particulier, qui ont mis quand même quelques JEP avant d'arriver dans leur forme finale. On va retrouver d'ailleurs dans les arènes plusieurs types d'arènes. La version globale ou automatique qui ne fournit pas de deallocation. Euh, pour l'automatique, elle va donner une deallocation, c'est-à-dire que ça va être la zone mémoire qui est attachée à une arène automatique va être libérée uniquement quand le GC va passer. Donc ça, c'est imprédictible sur la majorité des GC. D'autres zones sont intéressantes. Celle qu'on va voir, c'est plutôt la version confinée, donc qui va permettre de libérer au plus vite la mémoire quand elle n'est plus utilisée, cette arène. Ensuite, quand il s'agit de gérer des zones de mémoire qui sont partagées entre plusieurs threads, c'est là où ça devient plus intéressant d'utiliser la version shared, tout simplement. Enfin, pour créer un segment de mémoire, on va partir de l'arène, avec l'arène qui nous fournit ce qu'on appelle un segment allocator, qui implémente segment allocator. Donc typiquement, avec le printf, si on reprend, on a défini notre downcon handle, qui est en fait un méthode handle connu depuis le JDK 8. On va, pour avoir notre zone mémoire, ouvrir un try-catch où on ouvre une arène. Et sur cette arène, on fait un allocate. str, c'est notre string qu'on a vu qui est en Java, hein, qui est le message. Et avec ça, on a un memory segment qui contient là le message format, mais en zone mémoire off heap. Enfin, on invoque le printf qui est, je le rappelle, le méthode handle, et on lui passe le memory segment. Et cette méthode nous retourne un long pour savoir si elle s'est bien exécutée. Très souvent, dans les méthodes natives, un entier est retourné en fonction d'une méthode pour donner un code de retour si la méthode s'est bien passée. Il s'agit d'un try with resources, vous l'avez deviné, et quand ce bloc s'arrête, la deallocation commence. À noter que sur une arène là, of confined, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un malloc. Donc, si on veut éviter les mallocs trop souvent, on voudra certainement gérer la zone mémoire beaucoup plus finement et avec beaucoup plus de réflexion. Le memory segment, euh, c'est la représentation de l'espace mémoire qui est contenu dans une arène. Et lui, cet espace mémoire, ce segment de mémoire, en fait, aujourd'hui, il représente principalement pour FFM API ce qui est en off-heap, mais avec les byte buffers qui existent aujourd'hui dans le JDK, il y avait un certain mécontentement pour leur usage et ce qui a été travaillé au cours de ces années, c'est de faire un memory segment qui puisse représenter à la fois un segment de mémoire qui peut être off heap ou sur la Java heap. Quoi qu'il en soit, le segment a deux choses importantes, l'adresse et la taille. À noter de manière importante, en fait, une adresse mémoire, euh, par exemple, celle qu'on a en retour euh, d'un symbole comme un pointeur de fonction, ce sera un segment de mémoire, un memory segment, avec une taille de 0. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura juste l'adresse. Donc, ici en mémoire, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, on pourrait avoir un segment de mémoire en off-heap à une certaine adresse et un segment en mémoire en heap avec une autre adresse, bien entendu.
Ce que vous voyez là, par exemple, tout à l'heure, on a vu que le lookup, pour retrouver un symbole, une fonction, printf, va retourner en fait un memory segment. Et ce memory segment, comme je le disais, est un pointeur. Et comme on représente un pointeur avec un memory segment de taille 0. Le segment de mémoire, en fait, c'est ça, euh, à travers les différentes représentations. Pour échanger des données, le memory segment, comme je l'ai montré tout à l'heure, à travers l'AREN, qui est une méthode allocate from, on pourra utiliser différentes factories qui permettent de passer et de donner des informations supplémentaires. Par exemple, on peut avoir les éléments de layout qui permettent d'indiquer la structure de la donnée dans ce segment de mémoire. Ce qui est intéressant là, ici, c'est que cette structure, les factories permettent d'exprimer différentes choses. Donc, en natif, on a différentes choses. On a des structures, on a les unions, etc. On a des tableaux. Et les différentes factories, là, par exemple, memory layout.struct_layout va permettre d'indiquer euh, une structure. On pourrait imaginer aussi une combinaison de ces choses-là, une composition. Et par exemple, dans notre deuxième exemple, on va avoir une séquence qui va être réutilisée dans le struct layout, comme indiqué par la flèche visible à l'écran. Ce qui est aussi intéressant avec les layouts, l'API des layouts, c'est que on pourra donner un nom euh, au champ ou au layout de ce qu'on modélise. Donc, par exemple, bufflen, flags, basic struct, etc. Pour des choses qui sont, pour des choses qui sont plus complexes, c'est assez utile. Il y a d'autres choses qui existent en C, hein, par exemple le union, qui est typiquement un mécanisme assez couramment utilisé dans le natif, c'est-à-dire qu'on a un espace mémoire et sur cet espace mémoire, on va pouvoir avoir n'importe quelle structure qui peut être, ça ressemble à un enum, mais c'est un enum où les champs, où il peut y avoir des champs différents en fonction du type de l'enum. C'est assez utilisé dans le cas d'events, par exemple, où un event peut avoir un ID qui va représenter son type, et en fonction du type, on va avoir deux champs, si c'est un autre type, on va avoir quatre champs, etc. Et enfin, un truc assez pointu, qui est assez utile quand on veut travailler sur des choses qui soient propres, c'est le padding, qui représente en fait ce que l'alignement au niveau de la mémoire. C'est assez utile quand on veut faire du chargement ou déchargement de données pour éviter que le CPU euh, donne des instructions euh, inappropriées pour charger de la donnée. Euh, il y a aussi exactement des règles au niveau du CPU. Donc ça, pour l'utiliser, je pense qu'il faut bien comprendre ce que c'est l'alignement. En général, vous n'en avez pas besoin, sauf si vous êtes assez impliqué dans dans l'échange entre Java et, euh, et le natif. Euh, donc pour reprendre notre accès aux éléments structurés, euh, ici, et pouvoir y accéder, on va utiliser ce qu'on appelle des varandles. Les varandles ont été introduits, je crois, en Java 11, un petit peu avant, mais Java 11, c'est la LTS. Et permettent représenter un accès de manière dynamique à un champ. Et comme on peut le voir, en fait, quel que soit le storage exact,
les varandles vont permettre, vont rendre opaque cette opération-là et nous permettre d'exprimer avec plus de clarté ce qui est fait. Donc là, on indique qu'on veut un varandle depuis notre layout. On va indiquer en particulier qu'on veut un élément d'un groupe qui s'appelle flags, qui a été justement nommé flags, comme on le voit un peu plus haut dans la définition du layout. Et enfin, euh, comme on utilisera les variables de manière assez classique, là, euh, pour accéder à la valeur de, 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 de ce flag, on va donner la zone mémoire, le storage, qui est memory segment. On va donner l'index dans le segment. En fait, typiquement, pourquoi on donne l'index? Parce que un memory segment peut être une grosse zone de mémoire contiguë et peut-être que on souhaite ce segment a été découpé logiquement en plusieurs zones et vous avez le contrôle sur quel endroit de cette zone vous voulez commencer à lire. Et c'est pour ça qu'on passe l'offset. En général, vous pouvez euh, extraire des sous-segments d'un segment par an, on va dire. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer l'index à zéro. Et enfin, pour la lecture, c'est la même chose. Il suffit juste de passer la valeur en troisième argument. À noter que les types doivent être respectés. C'est-à-dire que pour l'index, on travaille avec des longues, pour l'index, pour l'offset, je veux dire. Et pour la valeur, bah, il faut respecter le type euh, qui a été défini dans la structure. Autrement, vous allez recevoir en fait des exceptions que vous connaissez sans doute déjà si vous avez utilisé les méthodes et les varandles. Par exemple, long méthode type exception qui vous dit j'ai un méthode handle qui demande un long et un byte. Seulement, j'ai eu euh, d'autres d'autres types. Quelques astuces. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple avec la librairie standard printf, un autre avec isTty. Euh, donc ça, ce sont des librairies en fait qui sont communes généralement à n'importe quel programme qui tourne sur un logiciel. En gros, il n'y a pratiquement rien à faire dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. On demande un native linker et on récupère le default lookup, ce qui va nous permettre d'accéder très vite aux librairies standards. Si on a besoin que de ça, c'est parfait. On pourra trouver le symbole. En revanche, si vous avez besoin de récupérer des symboles qui ont été chargés autrement, donc par exemple, si notre librairie native a déjà été chargée par un appel euh, à system.load ou system.loadLibrary, donc ça, ce sont des appels que vous devez connaître si vous faites du JNI. Les librairies sont attachées aux class loader. Et donc, du coup, on ne peut pas charger la librairie deux fois. Pour cette raison, il y a une API spécifique, une factory qui s'appelle le loader lookup, qui va permettre d'indiquer ou de récupérer un mécanisme de lookup qui va aller chercher dans le class loader courant le symbole, les librairies qui ont le symbole. Enfin, un des points très intéressants aussi de cette API FFM, c'est la flexibilité qu'on a maintenant sur le mécanisme de loading. Le loading de la librairie
pourra être fait en fait à travers un appel qui s'appelle librairie lookup, dans lequel on va pouvoir donner un chemin vers une librairie, ou donner le nom de la librairie, le nom le- euh, de la librairie qui n'est pas un PAF, je pourrais en parler peut-être tout à l'heure. Et sur ce mécanisme-là, en fait, il est attaché à une arène. Ça veut dire que, en fait, vous avez l'opportunité ou le contrôle de ce chargement. C'est-à-dire que l'arène, vous pouvez mettre en off photo, comme c'est indiqué là, pour la durée de vie du programme, mais vous pouvez avoir quelque chose de confiné et charger uniquement ce lookup tant que l'arène est en vie. Et donc, du coup, décharger si besoin cette arène. Ça donne une opportunité assez intéressante, c'est-à-dire qu'on peut euh, appeler une librairie qui a une certaine version, décharger et ouvrir une autre librairie dans une autre version. Tout ça dans le même programme sans gérer les classes loader. Un autre aspect de la flexibilité, c'est la notion de composabilité. Un lookup, en fait, a une fonction qui s'appelle OR et qui prend un autre lookup. C'est-à-dire qu'on peut chaîner les lookups. Et évidemment, le sens de recherche va de la première définition jusqu'au dernier lookup. Un autre élément peut-être à savoir dans les tips, c'est Erno. Pour ceux qui font du natif, Erno, c'est une variable globale qui permet de représenter l'erreur du dernier appel euh, à une fonction standard. Je ne suis pas au courant d'avoir déjà vu un Erno utilisé par une librairie, on va dire, sur des fonctions qui ne sont pas de la libc, mais j'exclus pas ça non plus. Donc, comme c'est une variable globale, en fait, elle a besoin d'accès assez spécifique. Et il y a un truc assez important avec ça, c'est que Erno, en fait, est défini différemment en fonction de la plateforme, que ce soit du Windows, euh, du macOS ou du Linux. L'accès à Erno est un petit peu différent. Et ça, c'était pas tout à fait géré dans les premières versions de la FFM API, et on avait besoin d'accéder à Erno de manière assez particulière et spécifique à la plateforme. Aujourd'hui, par exemple, on a un beau mécanisme dans la dernière, dans l'API qui fonctionne au niveau du linker. Dans les appels où nous souhaitons récupérer la valeur de Erno, par exemple sur IO Control, on va donner le descripteur, mais surtout, on va indiquer la volonté de capturer l'état de Erno. Et c'est l'API FFM qui, elle, va faire l'effort de récupérer cette information-là. Euh, Comme pour la récupération d'informations sur un segment de mémoire, on va utiliser un var-handle sur quelque chose sur le capture state layout, tout simplement. Et donc, du coup, on aura cette information-là. Ensuite, une fois qu'on a le error handle, on a juste à récupérer la valeur. Il y a quelque chose un petit peu particulier, cela dit, c'est qu'il faut quand même allouer un espace pour récupérer la valeur de Erno. Je trouve que cette API aurait pu être un petit peu plus mieux travaillée. Ça, c'est une note personnelle, parce que je trouve ça un petit peu difficile ou scabreux à utiliser en l'état. Mais c'est la seule option qu'on a aujourd'hui pour faire ça de manière cross-platform. Donc,
Les varandales et méthodes handle, c'est quand même un des éléments les plus utiles, les plus utilisés dans cette API-là. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous devriez vous familiariser si vous souhaitez faire ça manuellement, ce qui peut être très pratique quand on a une ou deux fonctions à appeler. Euh, ces fonctions-là, en fait, elles existent depuis longtemps, hein. JDK11 pour le var handle et Java 8 pour les méthodes handle. Ouais, j'ignore les non LTS. Euh, et donc, du coup, en fait, on peut bénéficier de beaucoup de choses là-dessus. Il existe des utilitaires pour travailler sur les méthodes handle en particulier, pour les transformer, où on peut binder des arguments qui sont tout le temps les mêmes. On peut faire de l'interception au niveau des méthodes handle. Donc on bénéficie de toutes ces features-là gratuitement. À noter que plus on modifie un méthode handle, moins il a de chances d'être inline. Mais ça, vous devrez le savoir si vous vous lancez dans ce travail. Et enfin, voilà, il faut savoir reconnaître les exceptions qui sont levées si jamais il y a un souci. Par exemple, dans l'exemple tout à l'heure avec le printf, si je donne à quelque chose d'incorrect, comme par exemple memory segment pour adresse, je vais avoir un adresse donne un long et on va avoir une exception de ce type-là. Donc il faut savoir la décoder, cette exception-là. En gras, j'ai indiqué par exemple euh, la partie du message qui est intéressante. Donc si on la découpe un peu plus, on voit que le méthode handle du type, c'est un memory segment et ça retourne un long. Et c'est ce qui est indiqué dans le méthode descripteur de printf. Par contre, ce qui a été vraiment écrit dans mon code, qui est incorrect pour le coup, c'est quand j'écris un point adresse, c'est que ça retourne un log. Donc du coup, la méthode signature est long. On prend un long et on retourne un long, ce qui est bien sûr incorrect. Donc il faut savoir lire ces exceptions-là. Euh, Il y a d'autres choses, je vais peut-être pas trop avancer sur ce thème-là, mais faut être au courant. En natif, il y a des appels qui prennent des éléments variadiques. Ces éléments variadiques, il faut les exprimer à travers le linker, à travers une option. Par contre, la manière dont a été défini l'API pour l'instant. Peut-être qu'il y aura des avancées plus tard dans le futur, mais il faudra définir un Done handle pour chaque variation de la signature, ce qui est un petit peu rébarbatif à mon avis, mais faudra le faire, quoi. C'est-à-dire que pour printf, on ne pourra pas avoir une version dynamique, même s'il faut définir l'index de l'argument qui est variadique. Ça, c'est pour la convention d'appel au niveau C. Euh, pour gérer ces cas-là, la team JDK propose plutôt l'usage de JExtract pour ça. Donc, c'est peut-être quelque chose à- à anticiper si vous vous lancez sur des méthodes variadiques. Pour le langage non C, il y a d'autres choses à faire. Si la fonction dans le langage n'est pas visible avec un symbole C, elle ne pourra pas être appelée par le linker, visible par le linker et le mécanisme de lookup, parce que pour l'instant, il n'y a que les conventions C. Donc, par exemple, en Swift, il y a des choses à faire en définissant par exemple une annotation, ces déclarations, mais ça demande d'écrire du code Swift soi-même. Il y a peut-être des choses qui permettent d'automatiser ça en Swift, je ne sais pas. Dans les autres langages, peut-être, peut-être pas. Par exemple, en Rust, on va avoir un externe C qui permet d'indiquer que cette méthode est visible avec une
avec une convention C. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, il existe un outil qui s'appelle cBindgen qui permet de générer ces bindings au moment de la compilation en Rust. Encore une fois, ça demande d'avoir un contrôle sur la librairie Rust, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les librairies qu'on souhaite utiliser. Donc, il faut être un peu au courant. Pour ceux qui s'intéressent à GraalVM le GraalVM sur la partie native, image, l'API en fait a commencé à être apportée dans le JDK 21. Aujourd'hui, même dans la partie 22, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu expérimental côté GraalVM, mais supporté. Euh, Attention s'il y a des problèmes d'instabilité. Ça se déclare en fait en déclarant un feature. Si vous avez déjà l'habitude de GraalVM, c'est quelque chose qui posera pas de problème. Donc dans un feature, c'est le mécanisme de description qui permet de customiser la construction de l'image native en indiquant euh, quels éléments doivent être modifiés durant le build de l'image native. Ici, par exemple, en fait, on va indiquer un feature, on va utiliser l'appel runtime foreign access et on va indiquer un dump call vers une fonction descriptor avec certains types. Donc, il y aura un petit peu de côté répétitif, euh, mais ça permet de fonctionner. Il y a des choses à changer dans l'image native, dans les properties de l'image native, donc il faut passer la feature, bien sûr, mais il faut surtout activer les options expérimentales avec le Foreign API Support. Et comme sur le JDK standard, il faudra activer le Native Access pour pouvoir parler aux librairies natives. Petite chose, bref news, on va dire. Il y a en ce moment une GEP qui n'est pas encore passée, mais qui va être là très bientôt. C'est la dépréciation des API qui permettent d'accéder à la mémoire avec une safe. Une safe aujourd'hui a été fortement réduit en termes de taille et d'API. Et ça va continuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la team JDK estime que l'API FFM permet de la majorité des choses que permettait une safe. Il y a encore d'autres soucis qui sont liés à la performance et peut-être certaines choses qui sont à gérer, mais il faut l'avoir dans le radar pour ceux qui utilisent cette API. Petit tour sur JExtract avant de finir. JExtract, c'est un peu l'outil qui permet d'automatiser tout ce qu'on a vu avant. Pourquoi? Parce que en fait, il y a quand même beaucoup d'API et la surface de certaines librairies peut être juste énorme. On ne peut pas se permettre de faire ça pour toutes les méthodes qu'on souhaite appeler, sauf s'il y a un besoin spécifique, évidemment. Euh, et pour ça, il y avait plusieurs outils, par exemple Java CPP, où le configuration medium, c'était la Java class, hein, aujourd'hui, comme GraalVM, hein, on configure ça à travers un feature. Euh, et Java CPP automatisait beaucoup de choses pour faire du SJNI. Ce n'était pas le seul. Mais aujourd'hui, avec JExtract, en fait, on a un outil qui est adapté à l'API FFM. C'est quelque chose qui n'est pas shippé avec le JDK pour différentes raisons. Une des raisons, par exemple, c'est la taille, parce que JExtract inclut la libclang pour pouvoir parser les, euh, le code source C. Et cette libclang peut être juste énorme. C'est en dizaines de mégabytes. Parfois, je crois que sur Linux, c'est à peu près 100 mégas. Donc, c'est juste fantastique. Et c'était un coût qui n'était pas voulu dans le JDK. Le code qui est généré par JExtract est d'assez bonne qualité. Ça supporte les déclarations assez poussées du C, comme les unions, on l'a vu, et de manière assez propre. C'est aussi maintenu par la team du JDK, ce qui fait de cet outil un gros plus par rapport à d'autres outils
qui sont utilisés sur le marché. Euh, un petit point quand même, c'est que malgré que ce soit que le JDK 22 soit la première version à sortir en version stable l'API FFM, JExtract au niveau de la release n'est pas considéré comme stable sur le site web. Il est toujours marqué en early access, même si dans les faits, ça reste un produit que je conseille d'utiliser, euh, étant donné la qualité du code qui est produit. Euh, une fois que vous le téléchargez, c'est sur ce site-là, hein. Et il y aura peut-être certaines choses à faire, notamment de rendre exécutable le script JExtract qui va en fait appeler Java avec un outil spécial sur la ligne de commande et éventuellement enlever les flags de quarantaine sur macOS. L'usage est assez simple. On va utiliser l'outil, on donne la librairie qu'on veut utiliser, hein, ici libh. On va donner le package et le nom de la librairie, et ça nous donnera voilà, la librairie telle quelle. Par exemple, sur Blake 3, qui est une fonction cryptographique de, similaire à ce que peut faire SHA-256, etc. On va avoir du code tel quel qu'on va pouvoir utiliser. Donc, par exemple, dans Blake 3, il y a une structure qui s'appelle Blake 3 HR. Donc, ça, c'est la structure. C'est représenté par une classe qui s'appelle Blake 3 HR et qui a une méthode static allocate qui va prendre une arène et nous retourner un memory segment avec un layout de Blake 3 HR. Enfin, on peut l'utiliser. La plupart des fonctions seront exposées de manière statique. Par exemple, Blake 3H euh, a une fonction qui s'appelle Blake 3HR init, et ça, c'est une fonction classique qu'on va pouvoir appeler sur le HR. Et de la même manière pour toutes les autres API. Ce qui est sympa, c'est que JExtract en fait va émettre des commentaires pour savoir à quoi correspond la méthode qui est appelée. Pour des choses qui sont un peu plus complexes, il y a des choses à voir, notamment si vous faites par exemple des chargements de librairies avec plusieurs bibliothèques et que vous faites ça en une seule passe. Par exemple, JExtract est capable de charger des librairies pour vous, de définir le mécanisme de lookup pour vous. Donc ça se fait avec l'appel librairie qui va générer le code dessous. Ce code-là, en fait, va regarder les librairies libglue, libgl, etc. dans les paths standards. Si vous avez besoin de donner le chemin vous-même, il y a une petite astuce. Elle est documentée dans la version, dans le même page de Gextract, dans le help, où on peut passer un chemin directement si ce chemin est préfixé par un colonne. Il y a des includes auxquels il faut réfléchir. Typiquement, quand du code a besoin euh, de, 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 de- de librairies qui sont définies dans d'autres directories, il faudra peut-être penser à les inclure à travers la ligne de commande également. Donc, c'est le directory qu'il faut utiliser, bien sûr. Euh, voilà. Pour pour les cas où il y a besoin de faire passer un extract sur plusieurs fichiers H, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'écrire soi-même un petit fichier H qui va inclure les bibliothèques qu'on souhaite passer. Pourquoi? Parce que j'extract ne prend qu'un seul fichier H en entrée. Donc du coup, une fois qu'on a on a fait créer notre petit fichier H, on le passera dans la ligne de commande. Euh, Si jamais ce qui est généré est beaucoup trop gros,
Typiquement, il y a moyen de filtrer ça. La technique, c'est d'utiliser des dumps et de regarder ce qu'il y a dans le dump. Le dump, c'est un fichier texte qui va inclure des options euh, qui pourront être passées à JExtract. Donc là, on voit un exemple avec des structs, mais dans les faits, il y a d'autres choses qu'on peut voir comme des fonctions, des constants, des typedef, etc. Et d'émettre ces instructions directement sur la ligne de commande. Ou alors à travers un fichier d'arguments comme le permet Java. Donc par exemple, le fichier dump, on pourra le filtrer, l'écrire écrire tous les arguments qu'on souhaite passer à JExtract dans ce fichier-là, euh, et passer cet argument-là sur la ligne de commande. Par exemple, euh, avec le @myconfig. Il ne faut pas oublier le @. Euh, le fichier s'appelle myconfig, mais le indique à JExtract que c'est le fichier à rechercher. Enfin, euh, il faut penser que JExtract, il y a des petits soucis, notamment dans le cas des plateformes, parce que le processing des librairies va permettre d'exécuter des macros. Et les macros peuvent activer ou désactiver certains symboles. Et en fonction de la plateforme, il peut y avoir des générations de code qui sont légèrement différentes en fonction de la plateforme sur laquelle j'extracte tourne. Donc, si vous n'êtes pas sûr à propos de la librairie, il faut peut-être essayer de le faire tourner sur différentes plateformes euh, pour être sûr que le code est correct. Euh, Ça peut aussi être le cas, par exemple, pour les longues. Certains types n'ont pas la même longueur en fonction de la plateforme. Il faut être sûr que le code C soit de bonne qualité de ce côté-là. OpenGL est encore plus délicat à gérer. Je vous conseille d'aller regarder PanamaGL, qui est un projet fait par JZ3D, qui a besoin de contributeurs et qui est un petit peu une alternative au vieillissant Joggle, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est la fin de cette session. J'ai duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc là, ici, il y a les différents liens qui pourront vous intéresser sur l'API. Typiquement, on voit quelques contributeurs comme Permin Borg, Gamorizo, Cinemessi, Madame Auré, qui ont fait des belles vidéos. Euh, j'ai vu récemment un projet qui faisait tourner Vulkan sur Mac par quelqu'un qui faisait des jeux vidéo en Java. Ça vaut le coup peut-être d'aller regarder. Voilà, voilà. Avez-vous des questions? Alors, est-ce qu'il serait possible d'utiliser des fonctionnalités natives pour développer une app mobile avec Kotlin? Alors, je ne sais pas sur Android si l'API native, enfin FFmpeg est arrivé. J'en sais absolument rien pour Android, franchement. Donc, je ne peux pas vous dire. Par contre, clairement, avec Kotlin, on peut utiliser l'API FFM. Ça, il n'y a aucun doute. Pour pour le Kotlin multiplateforme, j'aurais des doutes. Là aussi, je pense pas que ça fonctionne aujourd'hui. Mais je n'ai pas été vérifié, donc à confirmer de ce côté-là. Y a-t-il d'autres questions?